Salut à tous, bienvenue sur le podcast Jacadi ou comment réussir si t'as pas dit Jacadi, qui donne la parole à des acteurs et actrices du monde de l'entreprise ayant réussi à transformer une idée en business à succès. Bonjour, moi c'est Cyril Marie, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans la communication digitale et je dirige Inspire Studio, cofondateur de la French Tech en région Rhône-Alpes. Je suis passionné par les belles histoires d'entrepreneurs. Salut, je suis Gérald Debeau. J'ai passé les 30 dernières années dans de belles entreprises à l'international. J'ai décidé de poser mes valises dans la région pour créer Brooklyn, qui accompagne des dirigeants ambitieux et exigeants. Cyril et Gérald, à travers leur passion pour le monde de l'entreprise, ont créé les podcasts Jacadi pour vous partager des histoires d'aventurières et d'aventuriers inspirants de l'entrepreneuriat. Positifs, pragmatiques et surtout persuasifs. Mais je ne peux travailler, m'engager amoureusement, émotionnellement, en termes de boulot, en tant que salarié, etc., qu'à partir du moment où il y a un rêve, il y a une inspiration. Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Jacadi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Coulot de la société Web Mécanique et je laisse sans plus attendre la parole à Gérald. Salut Stéphane. Salut Gérald. Stéphane, est-ce que tu connais l'origine de ton prénom ? Stéphane, bien, c'était un prénom très original pour mes parents à l'époque où ils l'ont choisi, en 1970, et il se trouve que toute ma scolarité, on était 5 Stéphane par classe. Alors tu sais quoi, Stéphane, c'est un prénom qui vient d'origine grecque, qui signifie le couronné. Pas mal, non ? Pas mal, mais j'ignorais. Stéphane, t'étais comment quand t'étais petit ? T'avais quel caractère dans ta jeune enfance ? Alors d'après ce qu'on m'a dit, j'étais un enfant très sage, mais je pense un peu trop sage. C'est-à-dire que j'obéissais aux règles et j'avais très vite compris les règles de survie sociale et donc il fallait être sage. Donc j'ai été sage et je me suis conformé à ça. Est-ce que t'as été plutôt un gamin timide ? Je crois pas que j'étais timide, j'étais solitaire. J'étais enfant unique, de père, fils unique. Mon grand-père était fils unique, et donc j'avais cette lignée-là, très peu de cousines. Donc j'avais pas d'ambiance autour de moi, et j'ai développé l'art de la solitude. Est-ce que ça me permet de faire la transition avec le sport qui a été ton fil rouge de toute ta jeunesse, qui est le ski nordique ? Oui. Alors je sais que le ski nordique, c'est tout sauf un sport individuel, on est d'accord, il y a une équipe, mais tu as fait partie d'un club ? De 2 clubs en fait. Le premier club, c'était des gendarmes de haute montagne à Grenoble. Il se trouve que mon père est enseignant, enfin était enseignant, ma mère aussi, et mon père organisait des sorties avec le PJHM à Grenoble. Et c'était à Pont-de-Clé, c'était un petit village au sud de Grenoble. Il se trouve que c'était un peloton qui était dirigé par un adjudant-chef, donc il n'y avait même pas d'officier supérieur, donc c'était très familial. Et la première fois que j'ai fait du ski de fond, c'était, je crois que j'avais 7 ou 8 ans, et c'était une traversée du Vercors qui était fait en famille avec les enfants des gendarmes. Et j'ai adoré ça, on dirait kiffer aujourd'hui. Et je faisais avant du ski alpin avec les gendarmes d'autres montagnes, avec le club, avec les autres enfants de gendarmes. En fait, j'étais avec des enfants de gendarmes, sauf que moi, j'étais pas fils de gendarme. Est-ce qu'après, c'est là où tu es passé dans le club La Pave ? Tu me parles Après, mes parents ont construit une maison vers Romans, sur Isère, et il se trouve que je voulais continuer impérativement, lorsque je suis rentré en 6e, à continuer à faire du ski de fond, du ski nordique en compétition, puisque j'avais commencé avant, à la fin de mon école primaire. Et il y avait un club qui s'appelait La Pave, qui était une organisation qui était très particulière. On sortait du monde militaire, là, pour le coup, puisqu'on était dans une organisation militaire, mais plutôt avec des gens qui étaient issus d'un univers plutôt babacool. Donc, dans ce club, il y avait toute une organisation pour les personnes âgées, pour les seniors. Il y a des gens qui faisaient de la spéléo, l'escalade. Il y avait donc beaucoup de ski de fond, etc. Et c'était très social, en fait. Il y avait un univers très, très social. Moi, ce qu'on me dit, c'est que le camp de base, c'était Saint-Martin-en-Vercors, c'est ça ? Ça l'est devenu parce que c'était une donation. Il y a une dame, alors je ne connais absolument pas l'histoire en amont, mais ça a été une donation à l'association APAV d'une maison, effectivement, à Saint-Martin-en-Vercors, et c'est devenu le refuge. Tu pratiques ce sport avec, j'imagine, beaucoup de passion, beaucoup de ferveur, donc tu commences à avoir des premiers résultats, et tu te retrouves dans des stages. Et là, j'apprends un truc, moi, qui m'a sidéré. Visiblement, tu avais un goût de style de musique assez particulier à l'époque. Tu veux qu'on en parle ? T'écoutais quoi à l'époque J'écoutais du hard rock. Ouais. C'est du rock, oui. Enfin, j'écoutais Metallica, j'écoutais Iron Maiden, j'écoutais ça. Alors moi, on m'a dit que soit tu avais le Walkman sur les oreilles et tes copains de chambrée, ça allait le supporter, soit tu arrivais carrément avec le radio cassette, parce que je te rappelle qu'à l'époque, c'était ça. Et auquel cas, tout le monde n'était pas toujours fan de ton heavy metal. Tu te rappelles ? Alors j'avais pas de radio cassette. Les autres avaient ça. Et en fait, j'étais dans un univers où
un petit peu de banlieue de roman donc il y avait c'est des gens qui adoraient tout ce qui était que j'ai adoré plus tard, mais tout ce qui était autour de la funk. Mais je détestais ça à l'époque. J'ai adoré ça plus tard, mais j'adore ça aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait un petit côté rebelle aussi. Je me positionnais quelque part. J'aimais vraiment le hard rock. J'ai fait mon premier concert de Metallica sur leur 2e album. J'étais en 5e. C'est des grands qui m'avaient amené à Lyon. Mais j'aimais vraiment ça. Non, mais j'avais pas de radiocassette, mais j'avais un Walkman. Et en revanche, dans la voiture, mes parents parfois, mon père nous amenait en stage, des choses comme ça, et je voulais à tout prix qu'il y ait du hard rock dans la voiture. Donc ça cassait les oreilles de tout le monde, effectivement. C'était un Jacadi déjà à l'époque de s'affirmer à travers la musique? C'est une forme d'engagement. J'étais engagé sur quelque chose et je l'affirmais aux autres, aux yeux du monde. Ouais, et aux oreilles aussi, non? À tous les sens. Tu veux bien me parler de Christian Morin? C'est qui Christian Morin? Christian Morin, c'est un gourou. C'est un vrai gourou. C'est quelqu'un qui a été très haut niveau dans l'athlétisme et qui a toujours eu un très haut niveau d'exigence dans tout. C'était notre entraîneur. Mais c'était beaucoup plus que ça. C'était toute la pape tournait autour de lui, en fait. C'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. Donc vraiment tout ce qui définit un gourou, dans le bon sens du terme comme dans le mauvais sens du terme. Donc c'est quelqu'un qui est décédé cette année. C'est quelqu'un qui nous a tous imprégnés, d'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un qui a des faces sombres très fortes, mais qui nous a aussi ouverts sur plein de choses hyper positives. Donc c'est tout le paradoxe de ces gens-là, qui sont des leaders charismatiques, c'est que tout est fort chez eux. C'est-à-dire que des choses hyper positives, mais aussi des choses très très négatives. Je pense au rapport aux femmes, par exemple, c'est quelque chose qui me marque encore aujourd'hui, qui me marque doublement, d'abord parce que je savais, mais parce que aussi le regard que je porte aujourd'hui n'est pas du tout celui de l'époque, qui est collectif d'ailleurs. Et du coup, ça me fait des effets miroirs, même encore aujourd'hui, assez troublants. Et ça me fait un deuxième effet miroir sur à quel moment tu interviens dans la vie sur des choses qui te dérangent. Mais d'abord, comment tu les comprends que ça te dérange? Et ensuite, qu'est-ce que concrètement tu arrives émotionnellement à faire ou à ne pas faire? Et tu t'aperçois que la tétanie, c'est souvent ce qui t'emporte le plus souvent. Donc ça me, quand on parlera peut-être d'autres sujets plus tard, mais c'est un sujet qui me revient souvent chez moi. Et si j'étais dans cette situation-là, qu'est-ce que je pourrais être amené à faire? Et en fait, la réponse est souvent, j'en sais strictement rien, tant que je suis pas confronté. Donc tu attends la situation et tu t'adaptes par rapport à la situation, c'est ça? Non, je l'imagine quand même, je peux pas m'empêcher d'imaginer, etc. Mais j'ai un regard vachement bienveillant sur les gens qui sont dans des situations. D'abord, les vies sont complexes. L'histoire, souvent, on fabrique un storytelling sur les gens, même les gens connus ou pas connus, peu importe. On en fait des héros ou des salauds, mais la réalité, c'est que les gens ont juste subi souvent les événements et on réagit en réflexe. Et le réflexe, l'histoire te dit que c'était le bon ou le pas bon, mais sur le moment, t'en sais strictement rien. Et c'est ça, ce relativisme que m'a appris. Et Christian Morin m'a appris plein de choses, mais pas que sur le ski de fond, tu vois, dans la vie. Et comme je pense tous les autres qui ont été autour de lui. Alors selon l'âge qu'on avait, ça nous a pas imprégné de la même manière. Les grands qui avaient 16-17 ans, c'était pas ils voyaient pas les mêmes choses, je pense qu'ils ressentaient pas les mêmes choses que nous qui avions, moi à l'époque j'avais 11-12 ans quand je suis arrivé à la PAV, 11 ans je crois. Et mais c'est marquant. Et ne serait-ce que pour ça, je lui dirais merci toute ma vie parce que il m'a donné aussi ce sens de l'engagement, un goût de l'effort que j'avais déjà. Mon père a ça vraiment. Mais voilà, c'est des choses qui se confirment. Tu sais, les choses t'arrivent par une personne puis sont confirmées par d'autres. Est-ce qu'on parlait, toi et moi, de situation, comme tu dis, il faut vivre, faire l'expérience. Est-ce que quand tu es en sélection de la première manche du championnat de France minime, tu as vu arriver ou tu avais imaginé qu'il y avait cette nouvelle technique du skating qui a finalement bouleversé énormément ce sport? Comment tu l'as vécu ce truc-là? Il paraît que c'était un moment incroyable. Incroyable, et en même temps, ça a été un peu l'enfer. C'est-à-dire que tout l'été, on savait que le skating arrivait. Donc, le skating n'est pas arrivé d'un coup. C'est Bill Cock, un skieur américain, qui avait inventé le pas de côté. À l'époque, on skiait dans les rails. D'ailleurs, maintenant, en ce qu'on appelle le classique, t'es obligé de rester dans les rails. Tu peux même plus faire ce fameux pas de côté. Mais ce pas de côté permettait d'accélérer vraiment très très fort. Et puis un jour, je crois que c'est un Norvégien, je sais plus son nom en tête, qui a dit, puisqu'on sort un ski, on va sortir les deux. Et donc, on va sortir les deux. Et effectivement, la première fois, moi, j'ai vu, c'était la saison d'avant, un hiver. Il se trouve que dans le club, il y avait un Norvégien, enfin, ou plutôt, je crois que sa mère était norvégienne, mais il était dans notre club. Et il s'appelle Olaf. Et Olaf a écrit des bouquins plus tard, qui sont très intéressants d'ailleurs, Olaf Landau. Et c'est lui que la première fois que je l'ai vu monter, je crois qu'on était à Autran, et je l'ai vu monter comme ça en skating. Et de dos, ça paraissait d'une simplicité inouïe. C'est-à-dire que ça paraissait fluide. C'est très très fluide. Alors qu'avant, on montait en mode, on courait. Et c'était très 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 physique, très 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 engagé. Et là, c'était fluide. C'est vraiment un jeu de danseur, tu vois, un jeu de déséquilibre permanent comme ça, de danse, comme le skating.
Et tout l'été, on s'est posé la question de savoir si la saison d'après, ça serait imposé par la Fédé dans les courses ou pas. Et notre entraîneur a décidé que non, il avait passé l'info, qu'il n'y avait rien. Et c'est vrai qu'il n'y avait rien de décidé. Donc, on fait des stages été. On fait des stages été à Tignes, sur les glaciers, à Ramsau en Autriche, à Crans-Montana. Donc, je ne sais plus cette année-là où on était, mais on se pose plein de questions. On réfléchit, est-ce qu'on s'entraîne là-dessus ou pas? Et il dit, non, on va pas s'entraîner là-dessus. Il y a 0 info, donc a priori, ça ne sera pas le cas cette saison. Et les premières courses confirment ça. Les premières courses de sélection sont des courses de classiques. Et on parle pas de skating. Les fabricants commencent à fabriquer du matériel, mais on l'a pas encore. Donc on commence à découper nos skis. Donc on les découpe dans le garage, on les découpe à la scie. On fabrique des plus petits skis, ils sont mal équilibrés. Donc les premières courses où on s'entraîne un peu avec ça, ils accrochent devant, on tombe. Je n'ai jamais autant tombé en ski de fond que cette année-là. Et championnat de France, première manche, ça s'appelait Le Sucre à l'époque parce que c'était sponsorisé par Le Sucre. Les valeurs aussi autour de la nourriture varient dans le temps. Et nous, on a grandi dans les années 80 avec le sucre et le lait. Donc aujourd'hui, on te dit, non, le lait, il faut pas trop en boire et le sucre, il faut surtout plus en manger. Mais bon, bref. Et les valeurs changent. Et là, on nous dit, c'est freestyle, vous faites ce que vous voulez. Donc tout le monde est parti, qui en classique farté, qui avec des skis skating mais quand même farté parce que dans la montée au cas où tu saurais plus très bien faire. Il y a eu tous les styles. Évidemment, on gagnait que les gens qui étaient en skating parce que ça va beaucoup plus vite, ça demande plus de puissance mais ça va plus vite. Mais ça a été un enfer, c'est-à-dire que tout le monde, il y avait des gens qui te doublaient à des vitesses folles, c'est-à-dire que dans les descentes tu vas beaucoup plus vite en skating, même dans les montées. Enfin, et c'était vachement démobilisant, c'est-à-dire de sentir que des gens en fait n'avaient rien prévu et que tout d'un coup les règles changeaient du jour au lendemain comme ça d'un coup. Ouais, c'est très démobilisant. Je pense. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Je vais te dire pourquoi. Parce que si on revient 2 secondes dans le monde de l'entreprise, tu connais toute la philosophie autour du game changer. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être capable d'accepter que les règles puissent changer, qu'elles soient légales, législatives ou entrepreneuriales, finalement, dans ton business à toi. Et en fait, moi, j'ai l'impression que déjà jeune, finalement, tu te retrouves dans cette situation que tu expliques très bien, où en fait, il y a un game changing, c'est presque le Fosbury du saut en hauteur, on est d'accord, ça change les donnes, et aujourd'hui, on le voit. Et en fait, tu dis toi-même, je pense que ça a dû développer chez toi cette adaptabilité en disant, OK, les règles, elles changent, tu l'as dit tout à l'heure, je m'adapte. J'ai jamais repensé, alors donc je peux pas te répondre probablement, mais tu sais que la règle a changé la veille au soir. La veille au soir, c'est-à-dire que même au moment où quel ski on prend, on ne le sait pas la veille au soir. Et donc chacun individuellement, et notre entraîneur nous a laissé du libre choix, nous a dit vous faites ce que vous voulez, chacun décide ce qu'il veut faire. T'as minima, t'as quoi, t'as 12 ans, 13 ans, et puis en plus t'as l'habitude d'avoir un gourou avec toi qui t'explique ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, ton bras comment tu le tends, t'es filmé tout l'été pour savoir si t'as le bon geste, etc. T'as des briefs derrière, donc quand on te dit tu fais ce que tu veux et c'est toi qui choisis, t'es un peu désarçonné quand même. Je crois que c'est la première fois où j'ai dû prendre une décision par moi-même. C'est ce à quoi je faisais allusion, je pense. Mais ça m'a pas marqué tant que ça en fait. Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est que je suis tombé malade juste derrière, une grippe ou un rhume, enfin peu importe, un truc classique l'hiver. C'était une course juste derrière et où je me souviens c'était à Méaudre dans le Vercors toujours, on partait de Saint-Martin et c'est une course où il faisait cette année-là il avait fait un froid polaire, il faisait moins 40 degrés je crois le matin à 5h et la course a été annulée finalement parce que au moment des départs il faisait toujours moins 20 et ça c'est une expérience assez incroyable, c'est-à-dire que tu pars sur tes skis pour les tester tes farts etc. et tu n'arrives pas à respirer, c'est-à-dire que tu fais 100 mètres, tu fais et tu n'arrives pas à respirer. Donc, et je suis tombé malade. Donc, j'ai attrapé la crève à ce moment-là. Je me souviens, ma mère s'était réfugiée dans un couloir d'immeuble pour se réchauffer près d'un radiateur dans une école, je crois. Donc, la course a été annulée. J'ai chopé et je suis tombé malade. Et c'est une année où je m'étais entraîné, mais vraiment super fort. Moi, je m'entraînais tous les jours. Tous les matins, je courais avant d'aller à l'école. Le mercredi, j'allais au stade avec le club. Tous les week-ends, j'étais avec le club. Et je m'entraînais des fois, j'allais faire de la muscu à 12-13 ans chez mon entraîneur. Et il était à l'EDF, il travaillait à l'EDF. Il avait une petite maison près de la rivière. Et il avait fait des bancs de muscu, complètement artisanat. Il avait développé ça avec de la fonte, des trucs. Et je faisais ça, quoi. Et j'étais tout seul. J'y allais, je prenais pas rendez-vous. On pouvait rentrer quand on voulait chez lui, engagement total d'ailleurs du côté de Christian Morin. Là aussi en termes d'engagement, c'est quand même c'est quelqu'un d'assez ouf là-dessus. Et tu tombes malade. Et derrière, là on jouait les premières places avec Lionel Poulet, mon camarade de Chambray, qui a le même âge que moi. C'est celui qui m'a cafeté sur le heavy metal, oui. Et je pensais pas qu'il retiendrait ça, mais si, ça l'a marqué. Et lui aussi, c'était bien entraîné, etc. Et puis on avait un ennemi commun. Et ça aussi, c'est très fort, c'est ce que j'ai retrouvé chez Oracle plus tard. C'est l'ennemi commun, c'est ça aussi qui te fait à un moment donné
aller encore plus vite et plus loin. Alors ce gars, je le salue, je peux le nommer, il s'appelle Chavant, je l'ai revu beaucoup plus tard, il y a quelques années à la Clusa. Et c'est un gars qui gagnait tout quoi, l'année d'avant. Et c'est un gars qui avait une super forme, qui avait aussi un ego surdimensionné, il l'a toujours. Hein. Mais c'est pas forcément un mal, mais bon voilà. Donc, mais pour nous, c'est le catalyseur, c'est le gars qu'il fallait battre, quoi. On voulait le battre. Et donc on s'est entraîné pendant 9 mois pour le battre. Donc, même pas pour nous, hein, pour le battre lui. Mais vraiment, et avec Lionel, on s'en foutait que ce soit Lionel ou moi qui le battions, on voulait le battre, c'est tout. Donc à la limite, si on pouvait être les deux, c'est bien, mais s'il y en avait qu'un et que c'était l'autre, c'était très bien aussi. Et tu tombes malade, et derrière, au lieu de... Je me souviens, la première course, il est premier, mais on est quelques secondes derrière lui. Mais quelques secondes. L'entraîneur est super fier, Lionel et moi, on est super contents. Je crois que lui finit premier, moi je finis deuxième, Lionel finit troisième, mais vraiment, on est à mouchoir. C'est des courses de 5 km, hein, non plus, c'est pas non plus des courses de dingue à l'époque. Et je tombe malade, et derrière, je suis 15e, 20e, à 2 minutes, enfin, tu sais, des trucs de fou, alors que j'y vais toujours à fond, tu vois. Et tu te dis, mais le moins petit truc comme ça, t'as juste chopé une grippe, et derrière, foum, tout ce que t'as fait pendant 9 mois, c'est par terre. Ta saison, elle est terminée, et j'étais même pas sélectionné au deuxième sucre, c'est au deuxième étape du championnat de France. Le championnat de France se jouait sur 3 étapes, en fait. J'avais été sélectionné pour la première, mais pas pour la deuxième. Et ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué, et ça m'a démobilisé. Et derrière, j'ai pas continué. Enfin, j'ai continué comme ça en dilettant derrière, et puis après, j'ai complètement arrêté. Et ça, je l'ai beaucoup regretté. Stéphane, tu passes un bac C. Tu me parles un petit peu de cette période. Ça se passe comment, ces études-là ? Bon, moi, le lycée, j'aimais bien, c'était assez tranquille. Le collège était assez violent. Le lycée était plus tranquille. C'était moins agressif. Je jouais beaucoup aux échecs et au ping-pong. C'était mes 2 activités au lycée. Après, la scolarité, j'ai pas eu une scolarité extraordinaire, dans le sens où voilà, j'étais plutôt bon en maths. Donc forcément, j'arrive sur un bac C, mais sans passion. Y a rien qui me passionnait vraiment dans les études à ce moment-là. Et puis, j'avais une prof de maths à l'époque qui était sûrement quelqu'un de très brillant, mais qui était une tyranne, quelqu'un de très tyrannique et qui adorait mettre au tableau les gens qui savaient pas. Donc c'est un stress que j'ai eu à cette époque-là. Je me souviens de cette prof de maths et ce stress que je ressentais, le fait d'être appelé au moment où elle sentait, parce qu'elle avait ce don de sentir les gens qui savaient pas. Voilà. Mais sinon, il y a rien de plus à en dire. C'est pas un moment fort de ma vie. C'est un moment où je savais pas très bien ce que j'allais faire, ce que j'avais envie de faire. J'avais pas d'envie particulière. Donc voilà. Tu es en train de me dire que grâce à cette prof de maths, tu n'as pas eu besoin, après, dans ta vie professionnelle, de prendre des cours de prise de parole en public, c'est ça que tu me dis ? Je sais pas, ça c'est plutôt je l'ai développé parce que comme j'ai développé cet art de la solitude, j'ai aussi développé cet art du caméléon et donc d'intégrer des groupes très différents socialement. Je me souviens même au lycée, moi je sais très bien reconnaître aujourd'hui sur une sortie de lycée parce que ça n'a pas changé d'un iota, les gens un peu babos, les gens un peu les blacks, pas au sens de la couleur de peau, mais au sens de vestimentaire. Les fils de commerçants qui sont toujours avec les blousons, les plus beaux blousons, etc. Les fils d'industriels qui ont beaucoup d'argent mais qui le montrent absolument pas, qui ont les pantalons usés de leurs grands frères. Et moi, tous ces milieux-là, j'étais dedans. Ce qui est très drôle, c'est que ça a continué toute ma vie. Donc cet art un peu oratoire, ou cette envie en tout cas de discuter et de communiquer, je l'ai développé tout le long. Mais je crois que c'est l'art de la solitude, paradoxalement, qui me l'a fait avoir, parce que je me nourrissais en fait de tous ces groupes. Je me suis toujours nourri de ça. Alors c'était pas du tout vous. Je ne l'avais pas travaillé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, je le décrypte a posteriori. Tu continues tes études, tu fais des études supérieures, tu m'en parles un petit peu ? Ouais, je fais une prépa scientifique avortée parce que ça me plaît pas du tout, que je me prends des tôles, des 0, des 2, avec un gros trait rouge au milieu, tu sais même pas ce que t'as fait de faux, enfin bref, voilà. Mais comme j'ai aucune passion là-dedans, en fait, je passe mon temps baby-foot dans le bistrot d'en face. Et en fait, je me découvre une passion pour un domaine dont j'ignorais même l'existence, c'est l'entrepreneuriat. C'est même l'univers du capitalisme, en fait. Encore une fois, je suis fils d'enseignant. Mon père est plutôt d'obédience communiste. Leurs parents étaient ouvriers, donc il y avait vraiment cette transition. C'est les premiers qui allaient avoir un toit à eux dans la vie, donc une forme de fonctionnaire en plus, donc une forme d'assurance dans la vie que n'avaient pas les générations d'avant. Et moi, j'ai été nourri par pas volontairement, d'ailleurs, involontairement, parce que tout ce qui m'entoure est comme ça. Tu pousses tes études le plus loin possible, tu as un bon job, t'économises et tu auras une maison à toi. Voilà. C'est à peu près ça. Donc la vision capitalistique qu'aurait pu avoir un enfant de commerçant, par exemple, à la même époque, sans forcément être plus riche, hein, mais juste cette vision du fonds de commerce, cette vision vraiment d'une somme d'argent qui permet qui produit des intérêts, qui produit des dividendes, etc. Mais c'était même pas un concept, c'était quelque chose qui était totalement étranger. Et là,
Alors c'est aussi une grande époque où je découvre les religions et je m'intéresse aux religions. C'est-à-dire que je me dis, mais les religions font partie de nos vies et je n'en connais strictement rien. Parce que mes parents ne m'en parlent juste jamais. Donc, et dans mon univers, encore une fois, au-delà de mes parents, hein, même à l'école, c'est un sujet qui est complètement absent. Mais absent, c'est-à-dire que c'est quelque chose, ça a disparu. C'est comme l'économie. Il y a deux sujets qui n'existent pas au primaire, à l'école, au collège et un petit peu au lycée avec un petit peu d'économie. Mais l'économie et les religions, c'est un truc, ça n'existe pas. C'est même pas on t'en parle pour te les critiquer ou t'apporter Tu ne peux pas avoir d'avis critique parce que tu ne le connais pas. Donc si t'as pas le milieu familial qui te l'apporte, ce qui était mon cas, ni l'économie, ni la religion, c'est le cas. Et à ce moment-là, moi, donc en prépa, mais à la fac aussi, parce que donc j'ai plein de réseaux. Je m'intéresse à la fois à la politique et à la fois aux religions. Et je me fais embarquer à chaque fois que j'ai un copain qui est orthodoxe, juif, musulman, etc. Je me fais embarquer dans son culte en disant bien, attention, je suis pas là pour, je vais pas devenir ni musulman ni machin, mais ça m'intéresse. Est-ce que tu acceptes que je sois là presque en observateur? Je serai un observateur actif, hein, je vais y participer, etc. Mais voilà. Et j'ai appris d'abord une chose essentielle pour moi, c'est que toutes les religions monothéistes sont exactement les mêmes, disent exactement les mêmes choses au même moment. Les rites sont quasiment les mêmes, et c'est des messages d'amour. En fait, c'est une observation théologique, en fait, avec un peu de recul. Alors je l'ai pas conscientisé comme ça. Ouais. Pour moi, c'était comprendre un truc qui m'entourait, mais je sentais bien que c'était présent. Les autres enfants avaient cette culture, moi je l'avais pas, et donc ça m'empêchait de dialoguer tout simplement. Ça m'empêchait même d'exister. Donc je suis pas devenu plus. Je suis ni athée, je suis ni agnostique, j'en sais rien, je sais pas ce que je suis, mais je crois à l'univers. Mais en revanche, ça m'a nourri et enrichi énormément. Donc ce moment-là aussi, je rencontre dans un rite orthodoxe un entrepreneur qui à l'époque a une trentaine d'années, a déjà divorcé 2 fois, a 4 enfants, je crois que peut-être même 6, d'origine grecque, et qui a une entreprise où il fait des bâtiments industriels clés en main avec le financement. Et à l'époque, il monte 3 hôtels. Il se trouve qu'à l'époque, je fais de la politique et je suis engagé au RPR à Grenoble. Et donc, c'est Monsieur Carignon qui est le maire à l'époque, qu'on voit souvent. Et je suis dans les jeunes RPR. Et donc, je fais les campagnes de Jacques Chirac, du collage dans les rues. Et j'ai un camarade, on disait un compagnon là, qui lui est fils d'industriel dans le Nord, dans le tissage, fils également de médecin. Et tous les étés, il vend du linge de table, linge de maison de l'entreprise familiale à des médecins collègues de ses parents dans le sud, vers Nice, etc. Et je ne sais pas pourquoi, comment, mais je les mets en relation. En pensant, je me dis, mon copain grec, lui, il monte des hôtels clés en main en ce moment-là. Je crois que c'était à Bucarest, il y en avait un au Sénégal. Et je lui pose la question, mais le linge de table, linge de maison, ça représente quoi dans un hôtel, dans tout, avec le financement et tout? Et ça représentait même pas 1%, enfin, c'est 0, quelque chose. J'ai un copain, machin, est-ce qu'on pourrait pas placer ce linge de table, linge de maison? Il dit, bon, ouais, pourquoi pas, tu es le mec très commerçant. On monte une SNC, alors je sais pas si ça parle encore, je sais même pas si ça existe aujourd'hui, mais c'est le pire que tu puisses monter en termes quand tu montes une boîte, tout le monde est responsable de manière unipersonnelle, ad vitam aeternam, enfin bref, il y en a un qui s'enfuit avec le magot, t'es responsable de ta vie entière pour rembourser ça a été balayé par les SARL, mais avant c'était les SNC. Bon, enfin bref, une société en nom collectif, je sais plus, enfin bref. Oui, c'est une fausse bonne idée, ça s'appelle. Bref, on monte ce truc-là, et ça dure 3 mois, et en fait, on fait que de l'achat-revente pour les hôtels de linge de table de maison. On gagne, je sais plus combien, je sais qu'individuellement, moi, c'était 200 000 francs, pas CFA, mais francs français, pas suisse non plus. Et c'était le salaire de mes 2 parents pendant 1 an. Et là, la claque, quoi. La claque. Bon, d'abord, ça c'est bien fini. Donc la boîte dure 3 mois, hein. Je fais pas grand-chose, je mets en relation 2 personnes, donc la grosse claque, plein de claques en fait. La claque 1 de cet argent qui m'arrive, de nulle part. 2, j'ai rien fait. C'est-à-dire que la valeur travail que m'avait enseigné mon père, tu travailles beaucoup, que j'ai dit, tu pousses tes études, tu travailles, t'économises, mais en fait, derrière, tu as la valeur travail. Donc, plus tu travailles, plus c'est proportionnel, plus tu vas gagner. Alors, gagner en confort, gagner en bonheur, gagner en argent, enfin, peu importe, tu mets non, là, c'est pas du tout ça. D'un coup, tu prends de l'argent, mon mérite là-dedans, il est faible quand même. Il y a une intuition. Il n'y a pas la sueur de ton front. Il n'y a pas la sueur de mon front. Il y a juste une intuition. Une intuition et puis la capacité à mettre en relation des gens qui se ressemblent absolument pas, qui ne devaient pas se rencontrer. Et puis la claque, ça marche, quoi. Donc tu peux réussir des trucs en plus. J'étais toujours moi sur mon échec du ski de fond. Je l'ai pas dit, mais je voulais. Enfin bref, j'ai des décisions que j'ai pas prises à cette époque-là et que je regrette. J'ai toujours regretté. Je regrette toujours d'ailleurs. C'est un de mes rares regrets. J'aime pas les regrets, mais j'en ai un. C'est de pas être allé en collège, sport-études. Ouais. Et là aussi, ça a été une proposition et je l'ai pas prise. Et
Et donc, je me dis, mais j'adore ça en fait, j'adore faire ça. Je découvre ce que j'adore faire. C'est-à-dire, je déteste les maths, la physique, la chimie, je déteste les études, mais en revanche, j'adore rencontrer des gens, j'adore les mettre en relation, et j'adore cette notion de l'argent. Moi, j'ai pas de gros besoins, j'en ai jamais eu et j'en ai rien à faire en fait. Mais comme je dis toujours, c'est le sang dans le corps. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir du sang pour vivre. Tu n'as pas besoin d'en avoir trop, parce que trop, tu meurs aussi, mais suffisamment. Et en revanche, tu peux mourir en bonne santé si t'en manques. C'est-à-dire que si je me scie les veines là devant toi, alors que je suis plutôt en bonne santé, je pense que tous mes organes seront très utiles à d'autres. Mais en revanche, voilà, donc ça s'appelle mourir en bonne santé. Et donc l'argent, c'est ça, il en faut. Ça fluidifie la relation, ça permet de faire des choses, mais ça permet de faire des choses, justement. Ça permet de faire d'autres choses. Et donc ça a été la grosse claque. Et donc derrière, je me dis, bon allez, t'arrêtes les études scientifiques, t'arrêtes les conneries, qu'est-ce qui te permettrait d'apprendre à mieux comprendre les autres dans cet univers? C'est-à-dire qu'en gros, il faut comprendre du marketing, du droit, enfin plein de choses complètement qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui sont autour de l'entrepreneuriat. Comment je discute avec un avocat, un comptable, un financier, etc. Et en fait, je découvre tout d'un coup les sup de co. Pourtant, c'était pas loin, les prépas HEC, elles étaient juste à côté. Et en fait, je connaissais même pas. Je ne connaissais même pas. Donc là, je découvre le système des concours en cours de route. Où je me dis, bon, ok, c'est quoi qui est le moins loin, qui coûte le moins cher? Parce que les écoles, ça coûtait cher. Enfin, tout d'un coup, Bien sûr, oui. j'étais dans des études, moi, j'étais parti des études scientifiques qui coûtaient rien, à des études en école de commerce qui coûtaient un bras. Bon, ça tombait bien, j'avais de l'argent. Mais bon, du coup, j'ai fait un mix. Grenoble, c'était vraiment trop cher à l'époque. C'était, je sais pas, 39 000 €, je crois, plus l'ordinateur qui coûtait une blinde. T'es en train de nous dire que c'est des gants de toilette qui t'ont payé tes études, en fait. C'est l'âge de table, l'âge de maison, ouais, c'est des draps, des rideaux, des choses comme ça. Excellent. Et puis, du coup, voilà, Chambéry, c'était très bien. J'étais major du concours, mais en parallèle, mais c'était pas un gros concours, hein, pour Chambéry, c'était une petite école à l'époque. Et donc, ça s'appelle l'INSEC maintenant. Et j'ai été ravi, c'est exactement ce que j'ai eu. Là, pour le coup, j'ai pris une excellente décision. J'ai trouvé exactement les études qui me permettent pas d'être un spécialiste, ou plutôt d'être un spécialiste en rien, mais d'être un généraliste et d'être en capacité à dialoguer et à discuter avec des professionnels sur chacun de ces univers. C'est exactement ce que j'y ai trouvé. Et c'est la première fois que je me suis senti parfaitement à ma place, au bon endroit. C'est-à-dire que je savais pourquoi j'étais venu, j'y trouvais ce que je voulais. Alors que tous les autres trouvaient que c'était pas assez poussé, c'était pas assez ci, pas assez ça. Moi, c'était exactement ce que je voulais, quelque chose de un peu superficiel en tout. Et j'ai monté une deuxième boîte quand j'étais en sup de co. Et donc là, on est pile poil dans le concept du Jacadi, t'es d'accord là? Ouais, le business, la mise en relation, c'est ça mon Jacadi, c'est la curiosité aussi. Et c'est ce qui va suivre après toute ta vie professionnelle. Exactement. Avant de passer sur ta vie professionnelle, on parle un petit peu, parce que moi ça m'a interpellé, ta partie, l'école militaire de Saint-Cyr, c'est quoi? C'est l'armée au sens qu'on avait à l'époque, les 1 an que tu as souhaité continuer, c'est ça, tu trouves Ouais, c'est 10 mois que j'ai transformé en 24 mois en cours de route. Moi, j'ai pas un amour de l'armée. D'abord, c'est comme la religion et l'économie. C'était absolument non-sujet. Mais alors, c'était pire qu'un non-sujet. Parce qu'autant, c'était pas anticlérical chez moi. Mais autant, l'armée, c'était vraiment un truc, tu vois. C'était quand même des méchants, hein, c'était pas des gentils. Bien que les gendarmes de haute montagne, qui sont des militaires, tu vois. Donc, moi, j'avais une image quand même très, très forte, mais via le PGHM, finalement, de l'armée. Non, moi, ce qui me plaisait, c'était et ce qui m'a. Moi, j'avais des gros problèmes d'oreille, donc normalement, j'aurais même très facilement pu éviter de faire l'armée. En plus, à l'époque où on savait pas trop si ça allait pas être. C'était en 95, hein, donc Jacques Chirac commençait à parler, a été élu jeune président en tout cas, et parlait déjà d'arrêter la conscription. Mais moi, je voulais vraiment la faire parce que c'était de la curiosité. Je voulais rentrer dans un univers, toujours ce Jacadi, cette curiosité de rentrer dans un univers que je ne connaissais pas. Qui était totalement inconnu en termes de valeurs, dans lequel il y avait des choses extraordinaires qu'on pouvait faire, c'est-à-dire qu'il y avait du matos, tu pouvais gérer des hommes, enfin tu vois, t'étais des management. À 20-25 ans, on te donne des moyens de dingue, c'est-à-dire qu'on te fait une confiance a priori, et ça aussi c'est quelque chose qui me suit tout le temps, c'est la confiance a priori, et après il faut la mériter, mais t'as une confiance a priori. Et donc voilà. Donc moi je m'étais inscrit pour plutôt aller dans la cavalerie à Saumur initialement. Et puis il se trouve que je devais démonter ma boîte que j'avais montée en sup de co. Et donc j'ai pas pu rentrer en cours d'année en mai 95. Et donc j'ai reporté à août. Et en fait à août il y avait plus de place à Saumur. Je sais plus comment ça s'est passé. Bref, je suis rentré à Saint-Cyr, qui est en fait bon, tu connais un peu, tu as des écoles d'application hein, quand tu es en EOR, qui est la fin normalement de Saint-Cyr, ça dure 3 ans quand tu es en engagé, enfin tu es un professionnel. Et puis tu as après une année d'école d'application comme Polytechnique, donc l'infanterie à Montpellier, Saumur, la cavalerie, etc. Et quand tu es EOR, en fait tu rentres directement soit dans une école d'application, soit Saint-Cyr qui te permettra d'aller dans n'importe quel type de régiment derrière avec une formation généraliste. Moi c'est les chars qui m'intéressaient, c'était gros, c'était marrant, ça avait l'air rigolo, enfin voilà.
pas spécialement d'appétence particulière. Mais... Donc Saint-Cyr, je fais 4 mois, ça dure pas très longtemps. En revanche, c'est 4 mois hyper intenses. C'est 4 mois où tu rentres, tu as des petits, des grands, des gros. Et surtout, moi, ce qui m'avait impressionné, c'est, je crois, la première fois, on rentre de gym, on change de tenue 10 fois. Hein, tu as 10 à 11 activités par jour, des cours en amphi, hein, sur plein de choses, sur le commandement, sur des types d'armement, etc. Et puis, tu as plein d'activités physiques, parcours de combattants, plein de choses comme ça. Donc, tu es crevé en permanence. Tu as 2 nuits blanches par semaine. Tu rentres une fois par mois. Tu as un week-end libre par mois, sur 4 mois. Bref, tu es crevé tout le temps. Et c'est ça qu'on veut voir. Hein. C'est ton aptitude à diriger, à prendre des décisions, alors que tu es complètement azimuté. Et moi, le truc qui m'a marqué, c'est une des premières fois, on sort du jogging, on est tous en survêtement, et notre capitaine nous dit dans une demi-heure, vous êtes tous rassemblés en bas, vous avez pris vos douches, vous êtes habillés, la tenue, je me souviens plus du nom de la tenue, mais il y a des noms de tenue pour tout. On dit, une demi-heure, c'est chaud quand même, on est 30, là, tac, tac, tac. Évidemment, on arrive tous en retard, enfin, on n'y arrive pas, quoi. Et il nous dit, dans un mois, vous mettez 10 minutes pour faire ça. C'est-à-dire, on n'était pas arrivé en une demi-heure, il nous explique que ce sera 10 minutes, quoi. Et au bout d'un mois, on met 10 minutes pour faire ça, et sans aucun problème. C'est-à-dire que tout est comme ça, à force d'entraînement, de répétition, tu arrives à faire des choses incroyables en collectif, tous ensemble, et sans souffrance et sans douleur. Alors qu'au début, c'est une grosse souffrance et une grosse douleur, et tu penses que c'est complètement inimaginable. Et ça, c'est incroyable. Et le pire, c'est qu'au bout de 4 mois, quand on est tous arrivés en régiment, et on s'est revus parfois à quelques-uns, on s'est tous fait ce constat, c'est qu'en régiment, le niveau d'exigence était vachement plus bas. Ce qui fait que ça a été un choc, parce que quand on est arrivé en régiment, on avait l'impression que c'était la fête du slip, comme on dit à l'armée. C'est-à-dire que en fait, tout est vachement plus cool. Et toi, tu arrives là-bas, t'es hyper rigide, en fait. Tu as une exigence pour les autres qui est supérieure. Donc, ils te voient arriver. En général, les sous-officiers te voient arriver. Ils disent, mon lieutenant, c'est un jeune lieutenant, il arrive. Ils savent exactement que tu as été formaté comme ça. Et ils te détendent. Leur travail, c'est un travail de détente. Donc, ils te détendent, voilà. Et je pense que là où il faut arriver aussi, c'est avec une grosse humilité, parce qu'en fait, tu sais une chose, c'est que tu sais rien. Tu travailles avec des gens qui sont sous tes ordres, qui ont, eux, fait des OPEX. À l'époque, c'était les Balkans surtout, mais il y avait aussi le Rwanda. Donc ces gens-là étaient revenus de ces univers-là, qui sont pas des univers sympas, hein, c'est pas le monde des bisounours. Et t'en parles pas trop d'ailleurs au début, hein, t'en parles que si tu leur poses des questions, et encore ils y vont mollo, ils te reniflent vachement avant. Et surtout, il faut comprendre que c'est eux qui connaissent le métier. En plus, les officiers sont des gens qui connaissent l'arme en question, enfin sont des gens des techniciens. Toi, tu es un hyper généraliste en tout. Et moi, mon parcours de vie a fait de moi effectivement un hyper généraliste, même au travers de la Subdeco. Et donc, en fait, tu t'appuies sur eux. Donc ça, il faut le comprendre très vite pour que tu gagnes leur confiance. Donc, gagner ta confiance de tes hommes, que ce soit les hommes du rang, mais aussi tes sous-officiers, et que tu vas compter sur eux. Et que la réussite de tes missions qui seront données par tes officiers supérieurs est conditionnée à la qualité du relationnel que tu auras établi avec eux et de la confiance qu'ils auront en toi et l'envie de te servir. C'est marrant, ça, c'est très fort. Il y a un parallèle aussi avec les jeux d'échecs. Tu disais au début que tu aimes beaucoup les jeux d'échecs. Ce lien aussi de structurer une équipe, un groupe, et puis de le piloter en fait, sans dire forcément donner des ordres, mais le driver. C'est une très bonne question. J'ai joué aux échecs vice-champion de France quand même en groupe. Alors, personne ne le sait, mais les échecs, on peut le jouer en collectif, par équipe de 4. Et en fait, c'est-à-dire que chacun a un plateau blanc, noir, etc. Et c'est les 4 qui donnent le score final. Mais pour s'entraîner, on joue aussi à 2. Des fois, on fait des blitz à 2. Des blitz, c'est des parties en 5 minutes où tu joues à 2 contre 2. Et en fait, il y en a un qui est blanc, l'autre qui est noir. Et tu peux prendre des pièces à l'autre et les donner à l'autre, qui peut les placer où il veut sur le jeu. Et donc, c'est un jeu où l'autre, il dit, écoute, si tu me donnes un fou, moi, avec un fou, je fais un mat en 3 coups. Et il faut faire une double analyse, c'est-à-dire que tout d'un coup, il faut analyser que l'autre, ce qu'il dit, a priori, c'est crédible, mais en plus sur ton jeu, que toi, si tu sacrifies une pièce pour donner un fou, tu vas pas perdre en moins de temps que lui va gagner. Alors c'est un truc de dingue, c'est passionnant, tu fais plein d'erreurs tout le temps, mais ça t'apprend aussi la capacité de décision, d'exécution super rapide, mais aussi t'en remettre à l'autre, à la confiance en l'autre. C'est qu'à un moment donné, et à l'armée, on t'apprend ça, on t'apprend que tu délègues des actions, mais tu délègues pas la responsabilité. Et moi, je l'ai vécu parce que j'étais dans les parachutistes, dans le train parachutiste, donc le train, c'est tout ce qui est logistique. Et donc, on parachutait des colis, des chars MX-10, des Jeep P4, mais aussi des Milan, etc., par la porte arrière et les portes de côté de l'avion. Et j'avais une qualif que j'ai eue en cours de route de chef d'avion, donc j'étais responsable de l'équipement des hommes, de leur équipement. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sortent de la soute de l'avion, s'ils ont un problème, le parachute s'ouvre pas parce qu'il y a une sangle qui est passée, une suspense qui est passée dans la sangle, c'est ta responsabilité parce qu'au sol, tu l'as pas vu. Sauf que tu ne contrôles qu'un stick. Un stick, c'est 10 hommes, t'en as 30, t'as 30 hommes, donc t'as 3 sticks, et les 2 autres sticks, c'est des sous-officiers qui les vérifient. Mais c'est comme toi qu'on a la responsabilité. C'est-à-dire que si un homme se tue ou se blesse gravement à cause d'un problème d'équipement, même si c'est le stick que tu n'as pas vérifié toi, c'est ta responsabilité.
Ça, c'est vachement fort, parce que ça veut dire que tu as une confiance totale en tes hommes, tu as une délégation totale, mais tu gardes la responsabilité et tu l'assumes. Ce que ne font pas toujours nos hommes politiques, des fois, parfois même une femme politique dont je me souviens au début des années 90 sur le sang contaminé, par exemple. Responsable mais pas coupable. Stéphane, on est dans ta carrière professionnelle, on est dans les fins des années 90. Tu es account manager chez Oracle. Ça se passe comment, toute cette période-là? Sacrée boîte quand même à l'époque. Ouais, puis c'était super, je suis embauché à Paris. Le mois d'après, ils partent tous à Dublin pour faire réunir toutes les forces commerciales européennes en mode télésales. Et puis Oracle forme les gens vraiment pour devenir leurs futurs account managers, leurs futurs managers. Donc il y a un investissement qui est très très fort. Et puis c'est une boîte qui est très très forte parce que avec un très fort charisme, encore un gourou, Larry Ellison, qui fait partie des 3 fondateurs, mais c'est le seul que tu retiens comme nom. Et pareil. Chaque année, c'est la guerre contre quelqu'un. Alors, c'était la guerre contre Microsoft, la guerre contre Sybase, voilà. Et c'est des gens qui ont, à l'époque, on était 30 000. Il y a même une conférence où il expliquait qu'ils ne savaient même pas combien on était exactement, parce qu'ils n'avaient pas de logiciel de SIRH. Et on avance comme ça. Et on avance en n'ayant pas le meilleur produit. C'est-à-dire que le meilleur produit à l'époque, c'est Ingress. Ingress gagne tous les appels d'offres dans les grands groupes. Et Oracle rentre en indirect. Rentre parce que quand tu choisis PeopleSoft sur les RH, quand tu choisis Sopra en finance, tu as de l'Oracle dessous. Et au bout d'un moment, tu as Bibi qui débarque dans un compte en disant vous avez de l'Oracle en runtime là, on fait une licence entreprise, puis Ingress, je vous le rachète, c'est bon, vous le jetez. Et donc celui qui a gagné l'appel d'offres initial, en fait, se fait sortir par celui qui n'a pas été pris initialement. Et ça aussi, c'est quand même un truc de dingue. Donc Oracle, c'est une machine de guerre. C'est une école militaire aussi. C'est une machine militaire avec des objectifs super stricts. Un contrôle de l'activité de chacun, mais aussi un grand niveau de formation et un gros niveau de confiance dans les gens. On fait confiance encore une fois a priori sur les profils. Et j'ai rencontré là-bas toutes sortes de profils. Au même poste, tu avais toutes sortes de profils. Donc ce qui prouve bien que ce qui était important, c'était pas tellement ce qu'avaient fait les gens, mais ce que les gens avaient envie de faire. Tu as quand même une particularité à l'époque. On parle d'un call center et c'est incroyable quand je connais Oracle et ce que tu viens de décrire, ça paraît improbable, mais tu étais le seul mec à te balader pieds nus. Qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai toujours détesté mes chaussures, mais parce que je cours aussi, je fais beaucoup de sport et en fait, puis je suis très kinesthésique. Donc moi, je touche, mais je touche avec mes mains, mais je touche avec mes pieds, je touche avec mon corps. Et puis peut-être le ski de fond, j'en sais rien. Enfin bref, oui, j'ai un rapport au sol qui est qui est important. Je déteste les chaussettes, les chaussures. Je ne porte pas de montre, je ne porte pas de bracelet, etc. Je déteste ce qui m'enferme aussi. Et donc la chaussure m'enferme. Donc tu étais le seul sur le plateau. Alors, j'ai pas regardé les autres, mais j'imagine qu'on devait pas être nombreux. Je suis le seul aussi à dormir par terre, à faire la sieste par terre, parce que jusqu'à Web Mécanique, c'est-à-dire la société que j'ai créée, donc j'ai pu installer un endroit où on fasse la sieste, mais j'ai jamais connu avant d'endroit où on pouvait faire la sieste, et donc je dormais à même mon bureau, sous mon bureau, je dormais 10 minutes, un quart d'heure, et tous les autres me voyaient à un moment donné m'allonger. Alors au début ça les surprenait, et puis après ils s'attendaient à ce que je le fasse, donc du coup ça devenait aussi un truc un peu curieux pour les autres, mais qui devenait une habitude. Ouais. Est-ce que tu sais que tu avais un surnom à cette époque-là? J'en ai eu plusieurs dans ma vie, mais celui de cette époque-là, je me rappelle plus. Alors, le surnom, c'était l'engin. Parce qu'en fait, tu avais un côté, et c'est très positif, Stéphane, c'était le moteur. C'est pas sexuel. Hein. Non, pas du tout. Le moteur régulier, quoi qu'il arrive, ça tournait, ça avançait. Et moi, c'est ce qu'on m'a dit de toi. On m'a dit, mais il était réglé incroyablement. Et que le soyons en côte, et tu dis qu'il y avait des moments difficiles dans la compétition ou dans des moments plus faciles, t'avançais, quoi. T'avançais. Ça n'a pas été vraiment en ski de fond. Je le regrette. Je l'ai pas fait. Mais je pense que c'est la seule fois dans ma vie où je l'ai pas fait. J'ai pas continué. J'ai lâché. J'ai abandonné. Mais sinon, j'abandonne pas. Ouais. Mais c'est aussi parce que j'ai pas de peur. C'est-à-dire que c'est un défaut. C'est un défaut technique. On m'a enlevé la fonction peur. Et je sais qu'à l'armée, on me disait un para qui a pas peur, c'est quelqu'un de dangereux. Ce qui est vrai. Parce que c'est quelqu'un qui n'analyse pas le risque en fait en amont. Et donc moi j'ai un problème, je suis obligé de m'entourer de gens qui analysent bien les risques parce que moi je sais pas le faire. Je suis pas un paranoïaque. Je n'arrive pas à voir ce qui pourrait m'arriver de pire. Mais ce qui est un problème, parce que il faut prévoir ça aussi. Il faut le prévoir. Il faut prévoir des plans B. Et donc, c'est ce qui crée cet effet un peu, l'engin, c'est ça, c'est effectivement le type, tu dis, tu vas de A à B, ok, j'y vais, pas de problème, j'emmène, tac, et j'ai pas de peur. Et c'est un avant-vente qui m'avait fait prendre conscience de ça, chez Oracle, et moi, je lui avais dit, mais
c'est toi qui me fais gagner tous mes deals, enfin, c'est toi qui m'aides vachement en rendez-vous, etc. Tu me prépares tout, il me faisait les propals, enfin, il faisait tout. Je dis, mais, et il gagnait moins que moi, parce qu'on gagne, enfin, le salaire, c'est 50% fixe, 50% variable. Des sommes, quand t'as 25 ans, c'est comme des sommes assez astronomiques que tu peux avoir, avec des accélérateurs dans tous les sens, enfin, bref, tu peux faire des salaires assez dingues. Et j'ai dit, mais pourquoi tu passes pas commercial? T'as tout ce qu'il faut, tu sais parler, enfin, tu sais le faire. En plus, le gars était pas timide, enfin, c'est pas introverti, rien. Il dit, moi, il y a un truc que je veux jamais faire. Tu vois, tous les lundis matins, là, avec les directeurs, etc., quand tu mets tes couilles sur le bio pour dire que tu vas faire tel chiffre, etc., moi, ça, ce stress-là, je veux pas l'avoir dans ma vie. Et je m'étais même pas aperçu que c'était un problème, enfin, que c'était un stress, tu vois. Voilà. Donc, c'est l'autre qui te fait prendre conscience que tu fais un truc qui est une peur pour les autres, mais qui n'est pas pour toi. Tu te retrouves, on est au tout début des années 2000, tu es chez Odaico, et ce que tu dis d'Odaico, ce qu'il dit, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment une solution qui était vraiment précurseur sur tout ce qui était marketing automation. C'est ça un peu, tu te retrouves à ce moment-là, dans cette période-là? C'est une boîte qu'on a montée avec Slavian Karain-Kredi, qui était chez Oracle. Donc c'est un camarade que j'ai connu là-bas et que j'ai trouvé extrêmement brillant, qui a un storytelling de fou et que j'adore. Et on a monté cette boîte en partant du principe que dans le CRM, à l'époque, c'était Sibel, c'est des systèmes très de contrôle d'activité des commerciaux, combien de rendez-vous, combien d'appels, etc. Et nous, on avait l'intuition qu'il fallait créer de la relation client pour fidéliser les clients. Donc, on voulait travailler sur cette relation. Et donc, on avait monté à une époque où les sites web coûtaient très cher à faire et où il n'y avait pas vraiment de système de fidélisation en dehors des cartes de fidélité dans les magasins. Mais donc, créer un système qui permette, à partir de ce qu'on appellerait aujourd'hui une landing page, une page d'atterrissage, donc un mini-site très simple, faire un mini-scénario qui permet de coopter d'autres personnes. Et donc, on avait fait le lancement, par exemple, chez Renault, d'une voiture, je sais plus laquelle, pour amener des clients Renault à inviter d'autres gens en concession à essayer la voiture. Et avec un cadeau à la clé en fonction de différents niveaux, etc. Et donc, Odaico n'a pas très bien marché parce qu'il n'y a pas de marché. Donc, tant qu'un Américain ou des Américains n'ont pas créé un acronyme et créé un marché, en fait, c'est très dangereux d'aller dans le monde du logiciel, d'essayer d'innover quoi que ce soit, parce qu'en fait, ça coûte très cher. Le go-to-market coûte extrêmement cher. Donc, c'est mieux si des gros Américains qui, eux, sont des professionnels du go-to-market, l'ont fait avant, parce qu'au moins, ils ont créé un marché. Tu n'as plus qu'à trouver ta place au sein du marché. Sinon, tu passes ta vie à expliquer ce que ça fait. Et en fait, on a vendu effectivement à TBWA, à Publicis pour les comptes comme Renault, comme, je me souviens, La Poste, on a fait le lancement de l'email de La Poste. Mais on n'a jamais réussi à faire des projets d'investissement d'entreprise. Ce qu'on fait aujourd'hui. Loïc Léchelle dit de toi, Stéphane est un entrepreneur de talent qui a une grande capacité à s'adapter aux problématiques des autres. Il transmet avec passion et enthousiasme les bienfaits de l'automation. C'était ça à ce moment-là. Il y avait ce côté-là entrepreneur. C'est ce qui va faire après que tu vas te retrouver à encore une fois te retrouver presque à la croisée des chemins avec une révolution annoncée qui est ton expérience Xedix. Tu m'en parles un petit peu? Avec Xedix, c'était une rencontre là aussi avec Pascal Ruby, qui est un jeune ingénieur à l'époque de Polytechnique, et qui a une intuition très très forte. C'est qu'on est en 2008. En 2008, la planète économique s'effondre, et s'effondre sur un problème de confiance. C'est un problème de confiance puisque dans tous les actifs financiers, il y a des choses qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'il y a dedans en fait. Et donc on se retrouve avec des junk bonds à l'intérieur d'actifs financiers qui sont faits pour des pertes familles où tu es censé avoir des bons d'État. Et personne ne le sait. Ton conseiller ne le sait pas. Et en fait, parce que c'est des CDO, des produits sophistiqués intégrés les uns aux autres, et il n'y a pas de traçabilité comme on l'a par exemple dans l'agroalimentaire. Et donc la promesse, tous les États travaillent à ce moment-là, mais les États, les banques centrales, travaillent sur un projet qui s'appelle XBRL, Extended Business Reporting Language, qui est censé apporter de la transparence financière. Et donc nous, Pascal Ruby avait racheté un logiciel au CEA, qui permet de gérer du big data et donc de gérer cette problématique-là de transparence financière. Je passe dans les détails techniques, mais ça permet vraiment de le faire. Et on travaille avec des banques centrales, on travaille avec des gens qui ont des galons très haut placés au gouvernement, etc., sur ces sujets au monde entier. Dans le monde, on va à Hong Kong, on va à New York, incroyable. Et on se dit, mais c'est génial, on est en train de construire l'avenir. C'est-à-dire qu'enfin, on va avoir dans un univers hyper opaque de la transparence et on va faire un avenir meilleur. Et en fait, il n'y a aucune législation qui se fait. Et les États ont abandonné cette idée de la transparence financière. Et ça, c'est une grande désillusion pour moi. Parce que d'abord, évidemment, on a échoué en tant qu'entrepreneur. On avait des marchés incroyables. On était trop quête dans le monde à pouvoir faire ça à ce moment-là. Vraiment. Et le marché se fixait qu'il y ait une loi qui l'impose à tout le monde. On était dedans. Bon, c'est un échec en tant qu'entrepreneur, mais ça, c'est une chose. Mais la désillusion, elle est en tant que citoyen. L'absence d'espoir et de croyance en nos hommes politiques
pour légiférer sur un truc sur lequel ils ont mandaté des hauts fonctionnaires, donc ça a coûté une fortune. Pareil, il y a des tas de hauts fonctionnaires qui doivent encore se retourner la nuit. Et surtout, aujourd'hui, 10 ans après, je sais qu'on est dans une situation financière catastrophique, bien plus forte qu'en 2008, parce que non seulement on n'a rien réglé, alors qu'on pouvait le faire, mais en plus, quelqu'un que tu as chopé en train de braquer une banque et tu le relâches en lui disant on ne te punira pas pour ce que tu as fait, il se sent encore plus libre d'aller encore plus loin. Donc ça veut dire que les financiers, depuis 2008, sont allés encore plus loin, je ne sais pas où, parce que je ne suis pas dans ce milieu-là, mais sont allés encore plus loin dans le déséquilibre, et donc la misère sera encore plus forte, et je pense qu'on est en train de le vivre. C'est un impact qui nous arrive par autre chose, c'est la météorite qui arrive de nulle part, mais qui fait que la situation est tellement pas bonne que derrière tout explose quand même, encore plus fort. Stéphane, Éric Vibert dit de toi: je retiens le professionnalisme en toute décontraction de Stéphane, la passion et l'implication qui devient immédiatement communicative. Est-ce que c'est ce qui permet de comprendre également toute cette période où tu fais du sport intense et tu te lances à fond, c'est qu'à le dire, dans l'ultra-trail? Ouais, alors le sport, c'est un vecteur de toute ma vie. On a parlé du ski de fond tout à l'heure. C'est resté cette énergie. Et moi, j'ai besoin de ça. En plus, c'est un moment où je suis en général, je peux être seul ou plusieurs, mais c'est un moment où tu as beaucoup d'endorphines, tu vois des spectacles merveilleux et où ton cerveau est assez libre d'aller où il veut. Donc, c'est le meilleur moment de création. Et plus c'est intense, et moi j'aime beaucoup l'intensité. Je suis un peu un drogué en tout, donc j'ai besoin de mettre mon énergie très fortement sur quelque chose. Donc le sport dans ma trentaine est revenu. J'avais l'armée, c'était 5 ans avant, où c'est très intense en termes de sport aussi. Je courais parce que depuis tout petit, quand en ski de fond tu t'entraînes l'été, tu cours. En fait, tu cours avec des bâtons en montagne. En fait, ça s'appelle le trail maintenant. À l'époque, ça n'existait pas. Quand on était gamin, on courait sur route quand on faisait des compétitions. Et donc, je me suis mis au trail au début des marathons sur Chamonix où j'avais un appartement. Et puis, j'ai rencontré un milieu sur lequel les gens faisaient des courses beaucoup plus longues. Et à l'époque, j'ai découvert l'UTMB, le Tour du Mont Blanc, sur 2 journées. Et je me dis, je veux faire ça. Et donc, j'avais commencé par un 100 km à Millau, etc. Puis, je suis monté progressivement. Voilà. Et puis, je te la passe fait courte, mais il y avait toute une communauté autour de ça. Et je me souviens d'un relais qui avait duré 1 an où tout le monde devait faire un ultra, un bout d'ultra quelque part. On savait même pas où ça allait aller. C'était génial. Et puis voilà, j'ai terminé un peu l'époque 2010 sur le Tour des Géants. C'est le Tour du Val d'Aos. C'est une course qui fait 330 km. Voilà. Et c'est un moment assez fort parce que la première fois où ça m'arrive, où physiquement je suis allé, j'étais 3e à 7 km de l'arrivée. Donc imagine sur 335 km, il est à 7 km à faire. Il y a plus que de la descente quasiment. Enfin, oui, quelques bosses. T'as fait tous les cols avant, 40 000 mètres de dénivelé en tout, enfin bref. Et là, à un moment donné, mon corps s'effondre. C'est-à-dire que je suis conscient, je suis face au Grand Jaurès, et c'est la nuit, j'ai même pas froid, je suis bien équipé, j'ai tout ce qu'il faut, et je suis incapable de me relever. J'essaye de ramper pour revenir au refuge qui est 1 km et demi un peu en amont. Je suis incapable de faire ça, je suis stocké. J'ai le 4e qui arrive 2 heures après, parce qu'il y a des écarts quand même assez fous, qui me file sa veste Gore-Tex en plus de celle que j'avais, etc., qui me propose de repartir avec lui. Je pouvais pas bouger. Donc j'ai attendu 4 heures les secours qui sont venus. Donc j'ai abandonné à 7 km de l'arrivée. Bon, c'était ma 2e fois que je le faisais, mais c'est la première fois que... Et donc, il y a un gars qui a inventé une théorie qui s'appelle la théorie de la chasse d'eau. C'est-à-dire que il y a des gens qui normalement ont mal avant que de s'écrouler. Et moi, non, j'ai pas de douleur. On revient à ça, c'est que j'ai un truc qui me manque, j'ai pas de douleur. J'ai pas de peur, j'ai pas de douleur. Et donc, dans le sport, ça me joue des tours aussi, parce que, mais c'est la première fois que ça m'est arrivé, c'est la seule d'ailleurs. C'est qu'en fait, le physique, à un moment donné, s'est effondré sans douleur. Et sans même perdre de conscience d'ailleurs. Donc c'est assez étonnant comme expérience. Et puis voilà, c'est le moment où je suis passé à autre chose. Après, j'ai eu besoin, après 10 ans d'intensité dans le sport, à nouveau, j'ai eu besoin d'autres intensités sur d'autres domaines. Et c'est là qu'on se rencontre en fait, enfin qu'on se découvre en tout cas, puisque je crois que c'est en 2012 où tu as créé une agence conseil en communication et en marketing. En ayant une aussi à l'époque, on s'observait de loin, on se croisait, on se faisait des petits coucous sympathiques, mais on était sur un marché assez concurrentiel, qu'il est toujours, qui est assez dense. Et à partir de là, il y a un pivot, en fait, il y a une métamorphose du projet, je crois, pour aller vers une solution qui va devenir finalement un projet que tu vas vendre à tous tes confrères, j'ai envie de dire, plutôt que concurrents. Sur cette période-là, est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, alors je me suis jamais vu comme concurrent parce que pour moi c'était une phase transitoire et c'était volontaire. C'est-à-dire que j'avais toujours en souvenir les années 80-90 des SS2I, sociétés de services informatiques, qui étaient devenus des éditeurs logiciels, mais pas parce qu'ils l'avaient souhaité ou voulu, mais parce qu'à un moment donné ils reproduisaient, ils refaisaient toujours un peu la même chose. Donc à un moment donné, Sopra, qui fait du service, se met à faire un logiciel financier sur mesure pour 1, 2 comptes, 2 comptes, 10 comptes, et à un moment donné ça devient un logiciel. Et il y en a eu plein comme ça d'histoires comme ça.
Et donc, ne sachant pas quoi faire, parce que j'avais envie de reprendre une aventure entrepreneuriale pour la 5e fois, et donc je suis venu à Annecy en me disant je vais faire un truc mais je sais pas quoi. Donc pendant 6 mois, je rencontre des tas de gens dans les CCI partout, enfin parce que je connais personne à Annecy en fait, j'ai jamais vécu ici, et j'ai voulu vivre ici et monter un truc ici. Et on me dit, il y a peut-être des gens que je rencontre, notamment dans l'industrie, qui me disent « Ah, le web, ça sert à rien. En 2012, tu te poses plus les mêmes questions qu'en 1998. » Et en fait, ils me disent « Bah, je génère pas de leads avec mes sites. » Effectivement, ils avaient des sites qui étaient rouges et noirs ou blancs et bleus avec une photo de l'usine, mais qui parlaient que d'eux. Je fais du boulon selon la norme ISO 2022. Et je leur disais, ça n'a pas été mon pitch tout de suite, mais ça l'a été assez vite. Je rencontrais parfois des chefs d'entreprise, je leur disais, ton site sera toujours aussi moche. C'est mon pitch. Mais il générera des leads. Et effectivement, en fait, en faisant parler, en faisant un peu de maïotique, les types m'expliquaient pourquoi les gens dans l'aéronautique les choisissaient eux, et en fait c'est ce que j'écrivais sur leur site. Donc je faisais quelque chose de très simple que je vendais pas très cher, mais je me suis jamais vu en concurrence avec les autres agences, parce que les autres agences voulaient faire du beau, voulaient faire de la com. Moi je suis pas un mec de com, je suis un mec qui vendait du logiciel qui industrialise un process. Et en fait la boîte qu'on a montée qui s'appelait Eureos, c'était une agence qui était comme une SS2I, c'est-à-dire que je m'étais dit bah avec ça, c'est un véhicule où je vais monter une équipe. J'aurai une équipe, je vais rencontrer des gens, je vais trouver des sujets, et à un moment donné, ça va m'amener sur un sujet logiciel. Et en fait, moi, c'est le logiciel qui me parle, c'est ce que je connais. Moi, la chefferie de projet, je ne connais pas, en fait, je ne sais pas faire, et ça m'emmerde. Ce que j'aime, c'est vendre des concepts, et vendre un logiciel qui industrialise un process. Ça, je sais bien faire. Ça, j'adore faire ça. L'intégrer derrière, la chefferie de projet qui est associée, c'est un truc dont je me moque complètement. C'est pour ça que je me suis jamais vu en concurrence, c'était un projet transitoire. Alors, je savais pas si ça allait arriver au bout d'un an, au bout de 3 ans, au bout de 10 ans. Mais à la limite, c'était pas le sujet, parce que par le service, tu peux toujours vivre. Contrairement à l'innovation brute, où tant que t'as pas trouvé ton marché, tu peux crever à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé au bout de 3 ans, hein, donc 2012, en 2015. En fait, on a racheté une autre agence qui était... l'anecdote est rigolote, on était avenue Tonne à Annecy, et eux étaient avenue d'Annecy à Tonne. Ils avaient la même taille que nous, ils vendaient aux industriels aussi. Il se trouve qu'ils revendaient une solution de marketing automation et que sous marque blanche, et que la marque blanche qu'ils avaient choisie s'appelait Webmécanique. Donc j'ai rien inventé, moi. C'est la seule boîte où je n'ai strictement rien inventé. Le marketing automation, c'est un truc qui me parlait comme concept puisque j'avais créé Odaico quelques années d'avant, qui était à peu près le même concept, hein, beaucoup plus évolué, sauf qu'à ce moment-là, il y avait le marché qui était là. HubSpot, Marketo, Salesforce, tous les gros acteurs du marché avaient défloré ce marché. Donc j'ai dit génial, banco, on va aller là-dessus. Je maîtrisais à peu près le truc, il y avait un marché, il y avait un acronyme, alors qui n'est pas un acronyme marketing automation, mais enfin bon, c'est la même chose. Et donc je me suis dit, on va y aller. Et donc en 6 mois, on a fait la transition totale, c'est-à-dire qu'on a vendu le fonds de commerce de l'agence, à une autre agence locale, Jean-Marie Gomila de Net Design. Et puis cet argent, plus une levée de fonds, plus BPI, mais avec une équipe existante, on était déjà 10 à l'époque, hein, donc notre chiffre d'affaires est redescendu à proche de 0, avec une équipe de 10, donc une masse salariale quand même importante. Et on a monté ce projet Webmécanique sur le marketing automation, avec un marché qui était hyper balisé. Donc voilà, on a fait une transition, un pivot complet à ce moment-là. On dit de toi... J'aimerais bien revenir sur ton côté management. J'aime bien, tu sais, tout à l'heure, on parlait de management et de confiance a priori. On a eu cette discussion tous les deux. C'est exactement ce que tu as mis au début. Et moi, j'ai un témoignage de Sophie que tu as comme... je crois que c'est une alternance au début. Elle te dit qu'elle veut partir. Tu lui proposes un CDI, mais en fait, finalement, elle a un projet perso. Tu dis, je suis embêté, j'aimerais bien quand même faire le tour de je sais pas quoi du monde. Elle veut aller en Nouvelle-Zélande. Et tu lui dis, il n'y a pas de problème, tu fais le tour du monde, mais quand tu reviens, tu bosses avec moi. Et elle, aujourd'hui, encore, elle dit, c'est une des qualités énormes. Tu donnes a priori la confiance aux gens. C'est une valeur importante, ça. Ouais, c'est l'année où elle part avec son copain faire pas un tour du monde, mais elle part en Nouvelle-Zélande pendant 6 mois. Et c'est l'époque où on va faire cette transition. Donc je lui dis, écoute, c'est au mois de janvier, elle part, et elle va rentrer au mois de juin. Et je lui dis, écoute, moi je veux continuer à bosser avec toi, de toute manière, mais je ne sais pas ce qu'on fera en fait dans 6 mois. Donc je ne sais même pas quelle mission je peux te donner dans 6 mois. Je ne peux même pas le prévoir moi. Donc voilà, c'est juste un coup. Donc rappelle-moi 15 jours avant et on en discute. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Donc elle donne quelques nouvelles comme ça, mais on discute pas boulot du tout entre temps. On voit une carte postale, 2 ou 3 cartes postales. Et 15 jours avant, elle m'appelle. Elle me dit, bon ben voilà, on est de retour, je sais pas où, à Canberra. Et qu'est-ce que je fais dans 15 jours? Et donc je lui dis, bah voilà, tu vas faire de la vente dans tel domaine. Enfin, je sais même plus ce que c'est exactement la mission, mais voilà. Et elle me dit, bah ok. Et ça, c'est une grande force de Sophie d'ailleurs, mais
capacité aussi c'est bien d'avoir des gens autour de soi qui sont capables de changer de mission, qui sont capables, ok, le plan A marche pas, on passe sur le plan B, et ils disent, ok, on y va sur le plan B. Ça, Larry Ellison sait très bien faire ça aussi, hein, chez Oracle. Voilà, c'est des gens qui ont cette capacité à emmener les gens. La vision était là, la vision a changé, mais en attendant, on a quand même avancé. La vision, même si elle change, les gens adorent et continuent à y aller, parce que c'est pas là où on va qui est important, c'est avec qui on y va. Et je pense que c'est important aussi de dire, tu sais, il y a la mode en ce moment du manager agile, hein, il faut être manager agile, mais il faut aussi que le manager soit agile. Et en fait, Sophie, à ce moment-là, elle démontre une agilité incroyable, quoi. Il y a une confiance aussi. Ouais, alors, tu peux pas avoir que des gens agiles, et d'ailleurs, il faut pas, parce que tu as aussi besoin d'avoir des besogneux qui ont besoin d'un confort. Moi, j'ai eu un gars qui m'a dit, moi, je veux jamais devenir manager, je veux pas de responsabilité, etc. Bon, bah, très bien, c'est affiché, c'est comme ça. Et donc, hyper rigide, mais c'est comme ça. Le truc, c'est de savoir qu'il y a des gens qui vont pas rester avec toi ad vitam aeternam, parce que cette rigidité fait qu'ils vont devoir sortir à un moment donné, parce que le bateau va pas respecter leur intégrité. Donc, faut l'accepter et il faut les respecter en ça. C'est pas un jugement de valeur qu'il faut avoir, c'est le comprendre et savoir que ces gens ne seront pas là. Et puis, tu as les gens hyper agiles qui, eux, vont faire tous les pivots. Et puis, ils vont même être excités par ça. C'est même la stabilité qui va les déranger à un moment donné. C'est-à-dire que ces gens-là, tu les perdras le jour où il n'y aura plus de pivot, où les choses vont pas, où tu vas pas être en capacité à pouvoir leur offrir une mission nouvelle, parce que des fois, dans la vie, tu n'es pas en capacité. Donc, ces gens-là, tu les perds à ce moment-là. Donc, il y a des gens que tu perds à différents moments, il y a des gens que tu gardes plus ou moins longtemps. Et ça fait partie de la vie, c'est comme les amitiés. Hein. Le métier de base de web mécanique, on est dans du marketing prédictif, c'est ça ? On est dans le marketing automation, on est dans l'automatisation du marketing, on est comme une machine-outil pour un artisan, on est dans un pays aujourd'hui où il y a du décolletage. Les décolleteurs, à l'avant, c'était des paysans qui l'hiver faisaient des pièces pour l'horlogerie à Genève, ils les faisaient à la main. Et puis à un moment donné, ils ont acheté des machines pour gagner en qualité constante et faire plus de pièces. Ben, en marketing, on est dans la même situation. Le marketing aujourd'hui, c'est un marketing encore très d'artisan. Hein, la preuve, c'est que souvent dans une boîte, quand la personne part, eh ben, tu perds en process de marketing parce que c'est de l'artisanat. Et nous, en fait, avec les autres, sur le marketing automation, permet d'industrialiser tous les process. Aujourd'hui, quand tu télécharges, quand tu veux télécharger un livre blanc ou un document ou une vidéo, tu t'attends pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui te l'envoie. Il y a une époque, c'était le cas. Hein, quand tu voulais une documentation, t'appelais l'entreprise ou sur le site, tu remplissais un formulaire et il y a quelqu'un qui prenait la brochure, la mettait au courrier et te l'envoyait ou t'envoyait un email avec cet attachement. Aujourd'hui, c'est complètement automatisé ce process-là. Eh bien, ça va très très loin comme ça. Les invitations à un webinaire, toutes les relances post-webinaire, etc. Toutes ces choses-là sont totalement automatisées et ça a un effet qui se coule très intéressant, c'est que ça permet aux gens de faire vraiment leur métier. Le métier de commercial, c'était pas de faire du fichier et d'appeler les gens un par un, et pourtant on passait beaucoup de temps à faire ça. C'était de convaincre, le vrai métier. Et aujourd'hui, les commerciaux passent leur temps à convaincre, à faire vraiment leur métier, et non pas à faire tout ce qui est annexe, à passer des barrages d'assistantes qui veulent pas qu'on dérange leur patron, des choses comme ça. Stéphane, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est qu'un des défis dont on parlait, c'est justement d'utiliser cette manne des données, d'avoir cette capacité pour pouvoir justement donner de l'analyse et te donner des directions sur les étapes ultérieures de l'engagement en général. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui, pour toi, est un critère important. Oui, il y a une boîte qui s'appelle KXEN qui, au début des années 2000, a travaillé sur l'univers du retail, des grands magasins, sur les tickets de caisse. Et sur la base de travaux de mathématiciens russes, je ne me souviens plus du nom, ils ont été rachetés par SAP à la fin des années 2000, faisaient du prédictif sur le ticket de caisse. C'est ce qui fait que pendant des années, on a eu des bons de réduction pour des produits complémentaires en fonction de ce qu'on avait acheté. Donc on est bien dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en fonction de l'éléments comportementaux, qu'est-ce que je suis en train de faire, donc qu'est-ce que je suis en train d'acheter au supermarché, mais aussi en fonction de mon histoire, c'est-à-dire quel âge j'ai, quel niveau social, donc en fonction du supermarché dans lequel je suis, j'ai bien une géographie qui m'indique une appartenance quand même au niveau social, mais également mon âge, etc., fait que derrière, je vais avoir des bons de réduction sur tel ou tel produit. Et bien dans le marketing automation, aujourd'hui, tu peux faire exactement la même chose. Je te donne un exemple dans l'immobilier. Dans l'immobilier, imaginons que je vende des appartements pour étudiants. Eh bien, tu as deux cas de figure. Tu as des gens qui sont des investisseurs réguliers qui vont acheter des appartements étudiants pour le rendement. Et puis, tu as des gens qui achètent pour leurs enfants. Eh bien, le premier, tu vas pouvoir lui proposer régulièrement des nouveaux produits. Le deuxième, une fois qu'il en a acheté un, a priori, c'est plus la peine de lui proposer. Donc, il faut savoir scorer, c'est-à-dire l'appétence à passer à l'action, mais aussi, il faut savoir déscorer. Et ça, c'est parfois dur humainement à faire sur des masses, en fait, sur des masses importantes. Et c'est là où l'intelligence artificielle va permettre d'analyser des éléments historiques, qui est la personne, qui elle est, son histoire, hein, qu'est-ce qu'elle a acheté, quel âge elle a, est-ce qu'elle a des enfants, pas des enfants, etc. Et son comportement, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle regarde comme contenu, qu'est-ce qu'elle a téléchargé, qu'est-ce qu'elle a regardé comme vidéo, quel est son sujet d'intérêt aujourd'hui. Et ce sujet d'intérêt, il peut être
C'est ce qu'on fait dans les services secrets. On regarde, aujourd'hui, on analyse les data de tout le monde, on écoute tout le monde et tout. En fait, on regarde ce qui diverge. À un moment donné, ce qu'on appelle le life pattern. Le life pattern, c'est ce qui fait que la différence entre le moment où le drone va lâcher un missile ou pas sur quelqu'un qui a dévié de son parcours habituel. Tous les jours, tu vas au boulot. On fait tous la même chose tous les jours quasiment. Alors, on n'a pas forcément conscience, mais en fait, on a des life patterns super normés. Et un jour, on dévie. Donc, on dévie parfois pour des bonnes raisons. J'ai crevé, forcément, je suis pas à l'heure au bureau. Mais si, surtout que je dévie et que je vais à tel endroit et qu'à cet endroit-là, il y a un ensemble de gens qui se réunissent et que ainsi de suite, à un moment donné, je décide de tirer un missile. Donc, le marketing automation, c'est un peu la même chose, à part qu'un missile, au lieu d'un missile létal, on va envoyer une offre promotionnelle, on va envoyer une invitation à passer à l'action sur quelque chose. Et on parle d'engagement progressif. C'est comme en boîte de nuit. Ça, c'est pour les plus anciens d'entre nous. C'était avant Tinder et compagnie. En boîte de nuit, tu as le premier engagement, c'est l'eye contact. D'accord. Déjà, t'es en boîte de nuit, donc tout le monde est là à peu près pour la même chose quand même. On n'est pas là pour apprendre la danse classique. Donc il y a l'eye contact, et puis l'eye contact, il y a le passage à l'action. Donc suivant, c'est tu veux boire un verre avec moi? Bon, oui, non, etc. Peut-être un oui, très bien. Mais si c'est un non, je vais requalifier. Mais tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes passions? J'aime beaucoup danser. Il y a un rock, tu veux venir avec moi? Là, j'ai un oui. Bon, voilà, j'ai échoué sur le premier passage à l'action, j'ai réussi sur le deuxième. L'intelligence artificielle va analyser ça en temps réel, de manière à proposer le meilleur scénario, le meilleur passage à l'action. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps. Il y a des gens que ça agresse de proposer un verre tout de suite après l'eye contact. Il y a des gens qui vont avoir besoin de 10 minutes. Il y a des gens qui vont se lasser si dans les 10 minutes t'es pas venu les voir pour leur proposer de danser un rock avec eux. Ça, c'est pas facile à analyser quand tu as des dizaines de milliers ou des centaines de milliers ou des millions de gens à gérer dans ton business. Donc l'intelligence artificielle va beaucoup nous aider là-dessus. Donc là, on passe sur les podcasts Jacadi au coup de gueule, au célèbre coup de gueule. Et je laisse Gérald introduire le teasing de cette étape. Stéphane, le moment est important. Tu l'as compris, chez Jacadi, il faut en passer par là. C'est parfois douloureux, c'est parfois pénible, mais je te propose et je t'invite à venir. Moi, j'ai une question à te poser. On m'a missionné aujourd'hui de te poser une question, et c'est très important. Il faut que tu expliques, une fois pour toutes, ce que veut dire le mot « chatouille ». Qu'est-ce que tu voulais dire pendant toute une période de ta vie où visiblement, c'était le mot que tu disais plusieurs fois par jour. Explique-nous ce que veut dire chatouille. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça remonte vraiment à très très loin. Ce qui est chatouille, c'est quelque chose qui est... il y a un petit côté un peu vulgaire, mais c'est quelque chose qui est excitant. C'est quelque chose qui a de la gueule, qui pète, qui motive, sur lequel tu vas t'engager. Donc ça peut être un projet, mais ça peut être un projet très court terme comme un projet très long terme, peu importe. Mais c'est ce que j'ai retrouvé effectivement dans le ski. Aller battre Chavant, c'était vachement chatouille. Aller chez Oracle, aller battre Ingress qui gagnait tous les appels d'offres, mais les battre à posteriori en faisant des win-back, c'était super excitant. À l'armée, aller monter à l'assaut à un moment donné en sachant pas si l'autre section qui devait faire ta couverture était encore arrivée ou pas, ou allait le faire, c'était super excitant. Ne pas savoir qui était dans cette maison et avec quel type d'armement, il y avait un côté très chatouille. Donc ce côté chatouille, c'est le côté flamboyant, c'est le côté un peu, si je devais avoir une image, c'est quand tu pars au combat avec le drapeau, t'as même pas d'arme, tu pars au drapeau et tu pars devant tous les autres avec ton sabre et ton drapeau. Bon, il y a un côté vachement, c'est très héroïque, c'est très fantasmé en plus. Moi, j'ai l'impression que ce qui est chatouille, ce qu'il a été un moment de ta vie, c'est de quitter Paris. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que ce qui n'était pas chatouille, finalement, ce qui pouvait peut-être un peu t'énerver, et on est peut-être dans le coup de gueule, c'était plutôt Paris les Parisiens, avec tout le respect, le climat aussi, qui à un moment, visiblement, te pesait beaucoup, et puis surtout, les gens négatifs. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est que quand tu es entouré de gens négatifs, ou que ça avance pas, ou que ça veut pas et compagnie, ça, c'est pas chatouille. Ouais, alors la formulation négative, parce que je l'ai eu à la maison avec ma maman toute ma vie, et pour qui rien n'était possible. À 30 ans, je me souviens, j'avais 10 ans à l'époque, elle me disait ma vie est foutue, etc. Je dis, t'as 30 ans. Alors, surtout moi, quand j'ai eu 30 ans, 40 ans, je me suis dit, aujourd'hui j'en ai 50, je dis, mais en fait la vie est toujours devant, quoi. Il y a toujours des projets, il y a toujours des trucs qui arrivent à toi en plus. Non, Paris, je l'ai subi parce que quand on est revenu aux États-Unis avec moi et ma femme, elle pouvait pas exercer en tant qu'avocate à Genève parce qu'il fallait reprendre toutes ses études de zéro. C'est une profession protégée, elle voulait pas être juriste, donc on est allé à Paris. Mais moi, je serais bien revenu dans les montagnes en fait, tout simplement. Et donc le jour où on s'est séparés, en fait, j'ai décidé de partir de Paris. Moi, j'ai rien contre les Parisiens, donc la plupart des Parisiens sont quand même des provinciaux.
Non. Mais la ville, pour moi, n'est pas agréable parce que ça manque d'espace vert, une densité trop forte. Voilà, aujourd'hui, je vis à Annecy, c'est le pays des bisounours. Il y a un lac, il y a des montagnes, les gens sont gentils, les voitures s'arrêtent pour laisser passer les piétons. Enfin bref, la vie est belle. Je préfère cet univers-là. Donc le côté, pour moi, c'est pas un rapport direct. Le côté Châteauille, c'est vraiment le côté flamboyant en termes de projet d'excitation intellectuelle. L'excitation intellectuelle, je pouvais la trouver à Paris de la même manière. C'est simplement que l'environnement dans lequel j'étais ne me plaisait pas. Et je trouve que c'est important d'être un esprit sain dans un corps sain. Et donc, si le corps peut pas s'exprimer à un moment donné, l'esprit aussi, à un moment donné, il s'atrophie. Comment tu gères les gens négatifs alors? C'est pas Châteauille, quelqu'un de négatif? Bon, d'abord, les gens négatifs, enfin, les gens qui ne te correspondent pas de manière générale, ils ont tendance à ne plus apparaître. Ils finissent par disparaître. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans la vie, en fonction de ta propre évolution, il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui réapparaissent. Quand je dis des gens, c'est des profils, des profils de style. Donc, il n'y a rien qui t'arrive par hasard, puisque que ce soit des rencontres amoureuses, des rencontres amicales, des rencontres business, ne t'arrive à toi finalement que des choses que tu demandes à l'univers. Il ne peut rien t'arriver si tu demandes rien à l'univers. Donc c'est pour ça que moi j'ai appris à toujours demander à l'univers. Dire à l'univers, c'est simplement ne pas avoir de secret et dire les choses que je veux. Moi je le dis à tout le monde. Quand je veux faire un truc, si je veux racheter une boîte, je dis à tout le monde, je recherche à racheter une boîte. Voilà. Je sais pas par où ça arrivera, mais l'univers va me l'amener quelque part. Si je le garde pour moi, l'univers va rien m'amener puisque j'ai rien demandé. Donc il m'arrive très souvent de demander à l'univers quelque chose, mais le demander explicitement. C'est un peu comme la lettre au Père Noël en fait. Même mécanisme. Alors c'est exactement, sauf que je demande pas quelque chose de précis en fait. Je dis ce que je veux faire. Moi Stéphane Coulot, je veux aller là. Moi Stéphane Coulot, ça me rappelle une élection présidentielle. Je veux manier l'anaphore couramment. Voilà. Et donc à un moment donné, on t'apprend à faire les choses. Les gens arrivent à dire tiens, moi je suis spécialiste en ça. Et ping, ce mec-là, c'est le mec que t'as demandé quoi. Alors tu l'as pas demandé directement. Mais donc c'est une Père Noël, c'est une lettre au Père Noël, mais dans tes intentions. C'est ça. C'est une forme de communication, d'expression sur ton développement et sur ce que tu as envie de faire. Et les choses arrivent puisque quelqu'un l'entend et te contacte. Et souvent, tu donnes une intention, mais tu connais pas le chemin. Tu sais même pas de quoi tu aurais besoin. C'est-à-dire que tu sais que tu veux gagner une bataille, mais tu sais pas encore de quel type d'arme tu as besoin, de combien d'hommes, de quels moyens. Et en fait, les autres vont t'amener cette information au fur et à mesure. Quand tu montes une boîte, c'est exactement ça. En off, on citait tout à l'heure Mike Horn qui dit t'as 5% des informations, vas-y, t'en auras jamais plus. Les autres vont venir en cours de route. C'est très vrai. Alors c'est très vrai quand, comme Mike Horn, tu pars dans le Grand Nord ou dans la jungle, mais finalement la vie c'est une jungle permanente où tu as très peu d'informations. Donc si tu attends d'avoir plus d'informations, tu peux attendre toute ta vie. En revanche, donner ton intention de je veux aller là, j'y vais, à un moment donné, au fur et à mesure, on va te dire fais gaffe, là il y a beaucoup de serpents, voilà le moyen de les contourner. Et ces gens-là, ça sert à rien de les contacter avant, ils vont arriver au moment où tu seras en situation. Stéphane, est-ce que tu veux qu'on passe à ton coup de gueule, celui que tu avais en tête? Moi, mon coup de gueule, c'est pas un jugement de valeur, faut pas le prendre comme ça, mais ce qui m'agace, c'est le manque de curiosité des autres. Alors les autres, on est les autres, mais c'est souvent cette non-envie de repositionner ce qu'on vit dans un contexte historique, politique, et donc de s'intéresser finalement à des sujets divers qui permettent de se rendre compte de ce qu'on est, de ce qu'on vit et de prendre du recul. Donc moi, c'est mon coup de gueule parce que quand j'en parle, en fait, c'est pas tellement que les gens s'y intéressent pas, c'est que quand moi je l'évoque ou que je donne des informations parce que j'ai cette information, et je suis pas exhaustif, j'apprends toujours et j'apprendrai jusqu'à la fin de mes jours, mais je m'aperçois souvent le manque d'intérêt tout simplement. Et ça pour moi c'est ça me blesse parce que j'ai l'impression qu'une société peut pas se construire si les gens sont pas curieux. Et encore une fois les gens c'est nous. Donc je dois manquer aussi moi-même de curiosité par endroits sur certains sujets, c'est évident. Je pourrais avoir ce propre coup de gueule sur moi-même sur d'autres univers, mais moi par exemple c'est la politique, c'est la société, c'est le vivre ensemble, c'est les aspects militaires, les enjeux de ressources. Quand je vois l'écologie, je le vois par l'approvisionnement en ressources, par exemple, etc. Et de s'intéresser pourquoi on fait la guerre au Mali, c'est pour s'approvisionner en uranium et pour avoir de l'électricité en 24/7 qui fait tourner les machines-outils pour les décolteurs. Donc, de prendre conscience de ça, ça permet de prendre conscience à un moment donné des enjeux. De payer des impôts, par exemple. L'importance de payer des impôts collectivement. Donc d'arrêter de dire je veux payer moins d'impôts ou on paye trop d'impôts alors qu'on en paye moins depuis... Ça fait 50 ans qu'on paye chaque année moins d'impôts. D'ailleurs, plus on est riche, moins on en paye d'impôts. Et ça, ne pas le situer dans ce contexte-là t'empêche d'avoir un vote, par exemple, un vote éclairé. Et donc d'être des citoyens éclairés. Donc encore une fois, je reste modeste. Il y a plein d'univers sur lesquels je dois être exactement ce que je critique là. Mais c'est ce qui m'énerve, mais pour autant, je le comprends. Je comprends
comprends aussi très bien que plein de gens n'ont pas envie de se plonger là-dedans, de savoir pourquoi il y a un sniper en face de nous, pourquoi faut faire la guerre, pourquoi la France est en guerre en permanence depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, tous ces sujets-là, moi qui me passionnent pas forcément les autres, et ça je peux très bien le comprendre, mais sur le moment, c'est mon coup de gueule. Stéphane, on arrive maintenant dans la dernière ligne droite de notre interview aujourd'hui et d'abord, je voudrais te faire remarquer quelque chose et alors, moi, je t'ai en physique, donc je peux le confirmer. Tu es quelqu'un de gestuel, tu as parlé tout à l'heure de tactile, tu es proche des gens, tu as cette passion. On me dit un truc marrant, on me dit que quand tu parles anglais, tu as tendance à parler encore plus fort. C'est vrai ça ? Ouais, au téléphone, mais ça c'est assez classique. Mais oui, je pense que, en fait, moi je suis à l'aise plus je vais faire des expressions exagérées. Donc c'est vrai avec la voix, c'est vrai avec les mains, c'est vrai avec les pieds. Ton équipe à un moment disait avec Stéphane, plus c'est loin, plus c'est fort. C'est-à-dire plus tu parlais avec des gens à l'autre bout du monde et en anglais, et plus tu parlais fort. Ouais, je ne vais pas analyser comme ça, mais c'est vrai que j'ai tendance à parler fort de toute façon et à m'imposer physiquement. C'est quoi ton actualité, Stéphane, aujourd'hui ? Il y a Web Mécanique, on en a parlé un petit peu, il y a beaucoup d'actualités, tu es assez présent et tu prends la parole sur pas mal de supports, mais qu'est-ce qu'il arrive ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les choses qui arrivent ? Est-ce qu'il y a des projets dans les cartons ? Un entrepreneur comme toi, j'imagine qu'il y a déjà le coup d'après ? Ouais, le coup d'après, il arrive là dès janvier, c'est toutes nos formations qui sont en e-learning, donc on a travaillé toute l'année sur le sujet, et je n'ose pas dire c'est une chance, mais l'aspect Covid nous a permis d'accélérer un peu ce projet parce que toutes les équipes qu'on n'a pas mis du coup au chômage, on les a focalisées encore plus fort sur ce projet-là. Donc, et c'est un projet collectif. Je pense que celui qui a le moins travaillé sur le projet, c'est moi. Mais ça a impliqué tout le monde au support, les devs, parce qu'on doit synchroniser également nos séquences d'e-learning avec nos outils de marketing automation, mais aussi la plateforme qu'on utilise qui est RiseUp. Et c'est un projet qui est super important parce que pour deux raisons. La première, c'est que ça va permettre à nos clients de se former en permanence quand ils le veulent, en 24/7, donc d'avoir une disponibilité de la formation. Et on sait très bien que tu as beau avoir une formation initiale très bien, 6 mois après, s'il y a des fonctionnalités ou des choses que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas exécuté de manière régulière, tu oublies, ta courbe de compétences descend. Donc ça va être un facteur fort. Ça va permettre aussi à nos partenaires revendeurs de proposer cette formation en ligne à tous leurs clients. Et puis ça va, en développant l'international, ça va être assez simple parce que il va falloir les retourner dans différentes langues. Mais j'allais dire, on a beaucoup travaillé, on est monté en compétence sur tout ce qui est didactique. C'est-à-dire qu'on a fait appel à une compétence externe, à un consultant, une consultante en l'occurrence, qui nous a aidé aussi à travailler cet aspect-là, qui est encore plus important quand tu n'as pas les gens en face de toi. C'est encore plus dur de former des gens au travers d'un outil où tu n'as pas le répondant tout de suite. Et ça, c'est très important à un deuxième niveau, c'est que ça nous acculture à un nouvel outil. J'allais dire la vidéo, on en faisait avant, mais l'outil vidéo utilisé dans le cadre de la formation, etc., va sûrement nous amener sur des offres demain que je ne connais pas encore en fait. Je suis incapable de les donner parce que je les sais pas. Mais je suis persuadé, intimement, c'est une conviction personnelle, je le ressens au bas du ventre, que ça va nous amener sur des sujets nouveaux. Et ça, c'est très excitant. Et collectivement en plus, c'est-à-dire toute l'entreprise. Donc on a monté dans une compétence qui va nous servir, mais je ne sais pas encore à quoi. Pour ça, moi je vais te donner un conseil. Je vais te proposer de prendre soin de toi, parce que finalement, Stéphane, dans ta vie, il y a eu 3 moments très difficiles. Le premier, tu as parlé de l'hypothermie pendant le trail, et tu es passé rapidement dessus, mais j'ai compris que ça avait été quand même un moment très très douloureux dans ta vie. Tu as connu aussi à un moment une avalanche avec un pote, et là aussi, à un moment, la vie, elle est en danger, elle est en jeu. Et puis, on m'a parlé même d'une 3e fois dans le port extrême, tu es en parapente, on appelle une lessiveuse, c'est-à-dire que le vent tourne dans le mauvais sens, il te replaque contre la paroi. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que d'abord, tu reviennes dans quelques semaines ou dans quelques mois nous confirmer tout ce que tu ressens en bas du ventre quand ça va sortir, avec cette actualité qui est importante, que tu prennes soin de toi, parce que sinon, tout ça n'arrivera pas. Et puis, ce que j'aimerais pour conclure un petit peu, c'est, tu sais, on est aujourd'hui autour du Jacadi. Et je te rappelle, le Jacadi, ce sont les trois mots que nous, on a proposés au départ, positifs. C'est quand même la moindre des choses, et je pense que tu viens de démontrer une force positivisme dans ton approche pragmatique. On en parlait tous les deux, on dit ce qu'on fait ce qu'on dit, et on avance, c'est le rôle de l'entrepreneur. Et puis persuasif, parce qu'on s'est rendu compte dans ton parcours que parfois il faut amener les gens dans ses convictions. Et puis voilà, ça serait quoi aujourd'hui en conclusion finalement, Stéphane, toi, ta définition de ton Jacadi à toi ? Alors moi, c'est vraiment la notion de rêve. C'est-à-dire que moi, je n'avance que par des rêves. On est dans le pur émotionnel. C'est des envies. C'est que des envies. Et moi, quand j'embauche quelqu'un, alors je trouve que j'embauche plus trop parce que c'est mes collaborateurs qui le font maintenant et je leur fais confiance. Je n'ai le droit qu'un droit de veto. Mais
Des fois, je rencontre même pas les gens. Mais c'est le rêve. Moi, la question que je posais quand chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré Sophie par exemple, je lui pose la question. C'est la seule question qui m'intéresse d'ailleurs. Le reste, c'est pour meubler. Mais je lui demande quel est son rêve. Et en fait, la question, c'est pas un piège. C'est simplement que moi, j'ai besoin de savoir comment je vais pouvoir l'aider à l'accompagner dans son rêve. Et en fait, c'est le seul moyen d'être parfaitement synchro et d'avoir un projet commun. C'est d'avoir un rêve commun. Comment dire? Que dans nos rêves, il y ait des sujets communs et qui fassent qu'on va s'auto-nourrir grâce à ça. Donc, la personne que je vais embaucher ou un futur associé ou ma future amoureuse, j'allais dire, doivent avoir des rêves qui font que je vais pouvoir lui apporter quelque chose. Mais c'est vrai en sens inverse. C'est-à-dire que cette personne-là doit pouvoir nourrir mon propre rêve à ce moment-là. Donc le rêve, ça nourrit la curiosité, ça nourrit l'engagement. Et donc si on a un rêve sur lequel on peut apporter quelque chose à l'autre, je peux apporter quelque chose à ton rêve, je sais que tu vas être engagé avec moi, peut-être que pour 1 an, pour 6 mois, mais peu importe, le deal est là, peut-être pour 10 ans. Bon, on sait pas. Tu vas être engagé, tu vas être curieux, c'est-à-dire que tu vas essayer de trouver des solutions à chaque problème qui va venir, et des problèmes, il y en a toujours. La vie sans problème n'existe pas. C'est un leurre. La question, c'est comment je les embrasse, ces problèmes, collectivement. Donc, c'est vrai, avec des partenaires, aujourd'hui, on veut monter des filiales en Europe, on travaille avec des gens avec qui on travaille déjà, avec qui on a déjà rencontré des problèmes, mais on a une inspiration commune. Voilà, et on a déjà un petit peu couché ensemble, quelque part, en business, là-dessus. Et c'est important. Donc, moi, c'est le leitmotiv et le Jacadi, c'est le rêve. Quelqu'un qui n'a pas de rêve, en fait, je peux rien faire avec. C'est pas grave, s'il en a pas. Et dans la vie, des fois, il y a des moments dans la vie où on n'a plus de rêve. Ça s'appelle la dépression. Ça arrive, on se soigne pendant ces moments-là. Mais je ne peux travailler, m'engager amoureusement, émotionnellement, en termes de boulot, en tant que salarié, etc., qu'à partir du moment où il y a un rêve, il y a une aspiration. Merci beaucoup, Stéphane. Merci Cyril. Pour ce moment d'interview partagé, tous les 3. Stéphane, merci à toi. Donc le rendez-vous est pris. Tu prends soin Gérald. de toi. Tu gardes ton énergie, t'amènes tout le monde et on se revoit dans quelques semaines, dans quelques mois et on discute de la suite de tes affaires. Avec grand plaisir. À très bientôt, au revoir. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Jacadi. Jacadi, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacadi, inventez vos propres règles.